Je voudrais préciser que nous célébrons la journée de l'Afrique. L'humanité tout entière a retenu que chaque 25 mai, les Africains et les Africaines, la diaspora africaine, célèbrent la journée de l'Afrique. C'est quoi la journée de l'Afrique? Ça a été la première fois où le continent africain et sa diaspora se sont retrouvés à Addis Abeba, un 25 mai 1963, pour mettre en place le premier cadre unitaire continental et qui s'appelait l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. On venait de sortir juste 3 années avant, des indépendances de 1960. Cette journée donc a été considérée comme une journée qui a consacré la libération politique de l'Afrique et qui a posé les bases d'une unité politique africaine du point de vue continental. C'est pourquoi au moment où nous parlons, nos frères et nos sœurs aussi, de la diaspora à travers le monde, au Venezuela, qui est aussi un pays en Amérique latine, mais avec une population africaine en majorité, parce qu'à l'époque partie par l'esclavage, eux aussi ils célèbrent la journée de l'Afrique. Vous allez aujourd'hui aux États-Unis, à Chicago, dans certains États en Amérique, les populations afro-descendantes et afro-américaines célèbrent aussi la journée. Bref, je veux dire que nous avons aujourd'hui recensé au moins 300 activités à travers le monde qui célèbrent la journée de l'Afrique. C'est dans ce cadre donc que cette conférence est organisée. Et nous avons organisé cette conférence-là en prenant le prétexte d'un modèle unitaire et fédéral qu'a été la Fédération du Mali, qui avait été posée à partir des années 1957 pour être un cadre qui allait mettre ensemble le Sénégal, le Soudan d'alors, l'actuel Mali, la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, le Bénin, l'ex-Dahomey à l'époque. Mais au bout du compte, entre 1957 et 1960, c'est seulement le Mali et le Sénégal qui se sont retrouvés, donc qui ont accepté de rester ensemble pour mettre en place la Fédération du Mali et prendre l'indépendance ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pour que de 4 à 5 États, seulement 2 se retrouvent pour mettre en place une fédération qui va s'appeler le Mali? Et pourquoi donc cette fédération n'a vécu que 560 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Tant de questions donc que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui, en essayant de voir aussi ces questions et leurs corollaires avec ce qui se passe actuellement au Mali, envahi par une insécurité, des attaques et des problèmes, mais qui font qu'aujourd'hui on ne comprend pas pourquoi le Mali ne peut pas retrouver donc sa stabilité. Autre question que nous nous sommes posées aussi, le Mali et le Sénégal, c'est comme des jumeaux qui sont nés ensemble dans la communauté avec la France, en prenant leur indépendance. Qu'est-ce qui les a séparés? Comment ils se sont séparés? Quelles leçons et enseignements? Et donc, pour pouvoir parler de tout ça, donc, on a réuni un panel assez important que vous avez vu, parmi lesquels le professeur Abdoulaye Bathily, le professeur Pendambo, le professeur Bouba Diop, l'ingénieur Elhaji Ndaou, qui a été directeur de la Sénélec au Sénégal, et Mme Aminata Traoré aussi, donc, qui est intervenue à distance au Mali. Vous avez vu tout à l'heure aussi les contributions assez intéressantes qui ont été faites par certaines personnalités comme le doyen Ibrahima Fall, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Donc bref, nous voulons célébrer cette journée et nous poser des interrogations pour évaluer cette fédération, pourquoi elle a échoué. On pourrait aborder très prochainement pourquoi la Sénégambie a échoué, pourquoi la fédération du Cameroun a échoué, jusqu'à ce qu'on ait un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone, mais très instable entre les deux. Bref, nous voulons avoir un État fédéral africain, mais nous voulons savoir aussi qu'est-ce qui n'a pas marché entre les expériences qu'on a connues entre 1957 et 1960 et les années 80
pour pouvoir donc ne pas répéter les mêmes erreurs. On a évoqué beaucoup de facteurs, on écoute les panélistes, on a écouté beaucoup de facteurs, des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Vous savez, est-ce que vous pensez que l'Europe, et la France particulièrement, avaient intérêt de voir le Mali et le Sénégal dans un espace si immense? Et vous avez vu tout à l'heure, quelqu'un a dit que Modibo Keïta avait dit à Senghor, est-ce qu'on va installer la frontière? Et Sambour, et quand on parle de Mbour, je pense à Malicounda. Est-ce que la frontière va être à Kidira, à Kédougou, à Tambacounda ou à Kaï? On ne savait pas. Donc bref, est-ce que l'Europe, la France particulièrement, avait intérêt de voir donc des pays si immenses dans une partie continentale si importante qui est le désert, le Sahel avec le Mali, mais aussi la partie atlantique qui est le Sénégal, les laisser réussir une expérience d'unité dans les conditions que vous savez. Mais est-ce que aussi nous avions à l'époque des dirigeants qui ont mesuré tous les risques pour voir à l'interne Mamadou Dia avec tout ce qu'on retient de sa vie, Senghor, Modibo Keïta, Lamine Gueye et les autres. Est-ce que donc à cette époque, à l'interne, ils ont mesuré donc toutes les difficultés internes, les questions de personnalité et de crypto-personnalité, bref, c'est ça qu'on a donc tout à l'heure essayé d'entendre. Il faut maintenant analyser tout cela pour voir quelles ont été les raisons fondamentales, aussi bien du point de vue interne que du point de vue externe, pour que finalement la fédération n'ait pas réussi. Et quelles leçons est-ce qu'on en tire pour nous autres qui voulons, avec le groupe de jeunes qui nous accompagnent, qui sont avec nous dans les dynamiques associatives, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon pour éviter que ce qui était arrivé à nos grands-pères, à nos pères, à nos grands-mères, ne puisse pas arriver à nos petits-enfants et à nos enfants, parce que nous sommes convaincus que ce que Cheikh Anta Diop a dit reste une vérité absolue. Seul un État fédéral est viable en Afrique. Tant qu'on reste dans la balkanisation des micro-États, nous restons donc des proies faciles à avaler, à dominer, à exploiter par les autres qui comprennent qu'en fait, nous sommes une partie importante du monde où il y a beaucoup de richesses qui intéressent les uns et les autres. Les grandes leçons qu'on doit pouvoir en tirer aujourd'hui, c'est de savoir, mais bon sang, qu'est-ce qui a pu séparer les jumeaux que sont le Mali et le Sénégal, qui sont nés ensemble dans la grande communauté française. Qu'est-ce qui fait donc qu'à l'interne, Modibo Keïta, qui avait une vision très claire de la fédération, Senghor qui disait qu'il veut une dynamique sous forme de grands ensembles, Mamadou Dia, un militant invétéré du socialisme, Lamine Gueye et tant d'autres. Pourquoi donc, malgré tout cela, on n'a pas réussi donc à fédérer nos États et à en faire un seul et unique État et rester puissant? Si cet État était là aujourd'hui, vous pensez qu'on aurait besoin de l'OTAN pour intervenir au Mali? Est-ce que vous pensez que si on avait ça, on aurait besoin d'attendre que l'administration mobilise des forces pour intervenir au Mali? Que des jeunes Français de 20 ans, de 19 ans soient là en train de nous dire c'est nous qui allons assurer dans Barkhane la sécurité des Maliens? C'est tout ça donc que nous pensons qu'il nous faut réévaluer. Et comme l'a dit un des intervenants, il faut donc les évaluer objectivement. L'initiative ne peut pas quitter le cercle des élites. Les élites doivent comprendre aujourd'hui qu'ils ont un rôle à jouer aussi. Mais comme le disait le doyen Ibrahim Fall tout à l'heure, il faut donc certainement renverser la tendance. À l'époque, on a tenté de bâtir une fédération, une unité du sommet à la base. N'est-il pas temps qu'on se réveille et qu'on batte cette unité-là de la base au sommet? Je suis en train de penser, est-ce qu'à partir du moment que nous sommes en train de dire tout cela, vous de la presse, vous êtes prêts à jouer votre rôle pour que désormais, quand vous tendez vos micros à des hommes politiques, à des femmes politiques, que vous ne mettiez plus l'accent sur des questions crypto-personnelles et sur des questions électoralisto-personnelles, mais sur des questions de stratégie, de géopolitique et de lendemain. Et ces lendemains ne sont possibles que quand nous sommes ensemble. Unis disait Kwame Nkrumah, nous sommes forts. Désunis, nous sommes vulnérables et on va nous écraser. C'est ça qui est en train de se passer. Il faut donc que désormais, ensemble, nous voyons qu'est-ce que nous pouvons faire pour que désormais le débat soit un débat d'orientation stratégique. Les questions soient des questions d'orientation stratégique. Sinon, si on ne le fait pas, nous sommes obligés donc de gérer des détails. Pendant ce temps, d'autres gèrent sur nous des questions de géostratégie et de géopolitique
à notre détriment. Il faut donc que les élites comprennent qu'on ne peut pas continuer à léguer à nos enfants une Afrique balkanisée, déshumanisée, à qui on a soustrait l'essentiel de sa subsistance économique, de sa subsistance des ressources naturelles, de sa subsistance foncière, et qu'on veuille donc promettre à nos enfants un monde meilleur. Ce n'est pas imaginable.